Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Lundi dernier, le groupe Château-Bellevue annonçait finalement qu'il avait décidé de reconsidérer les hausses proposées à ses résidents afin de mieux tenir compte de la situation actuelle. Nous avons écouté nos résidents et nous en sommes venus à la conclusion que nous avions fait une erreur pour certaines parties de la hausse projetée, de déclarer M. Frédéric Lepage. Nous allons donc revisiter les baux pour cette année, incluant ceux qui ont déjà été signés pour s'assurer que nos résidents puissent faire face aux difficultés actuelles, de conclure M. Lepage. Tous les résidents recevront ainsi une communication du groupe, si ce n'est déjà fait, afin de discuter du renouvellement de leur bail en tenant compte des hausses normales prévues dans l'industrie au niveau du loyer et des services. Le groupe indique également que des mesures seront prises pour accompagner les résidents connaissant des difficultés afin de tenir compte de leur réalité. Un processus de révision de la gestion des baux est également lancé. Nous estimons que la hausse moyenne dans l'ensemble des châteaux sera aux alentours de 2,1 % pour la portion immobilière et de 3 à 5 % en moyenne selon les services rendus aux résidents, a conclu le président du groupe. La portion des nouveaux services que nous souhaitions inclure dans les baux, comme la télémédecine pour tous et l'Internet haute vitesse pour tous, deviendra pour sa part optionnelle. Le comité organisateur du Carnaval des Jardins de Thetford confirme qu'étant donné les circonstances entourant la pandémie actuelle, la 10e édition est reportée en 2022. D'ici là, cependant, la population est invitée à participer au défi Château de neige. Il s'agit d'un concours provincial de construction de neige. Plusieurs prix provinciaux à gagner, mais il y a également un volet local avec plusieurs prix de participation. Ainsi, dans la région de Thetford, il y aura plus de 500 $ en prix. Les gens doivent s'inscrire sur le site Défi Château de neige et par la suite, le Carnaval des Jardins de Thetford recevra directement les inscriptions touchant notre région. Les constructions de neige seront publiées sur la page Facebook du Carnaval. Vous y trouverez aussi les différents détails ainsi que les prix à gagner. Évidemment, les participants sont invités à respecter les consignes de la santé publique et à faire des constructions en famille. Autre information concernant le Carnaval des Jardins de Thetford, il faut noter également un changement au sein du comité organisateur.
M. René Soucy quitte la présidence après 5 ans à occuper ce poste. C'est M. Adam Patry qui assumera maintenant ce rôle. Ce dernier a affirmé que c'est avec plaisir qu'il a accepté de devenir le nouveau président du Carnaval des Jardins de Thetford. J'aurais aimé que nous puissions travailler sur une 10e édition qui aurait continué de faire plaisir aux familles de la MRC. Malheureusement, avec le contexte actuel, nous devons reporter l'édition 2021 à l'hiver 2022. Cela nous permettra de peaufiner une 10e édition haute en couleurs qui, je le souhaite, viendra toucher jeunes et moins jeunes, d'expliquer M. Patry. Le Carnaval des Jardins de Thetford est né à la suite de la consultation Vision Jeunesse 2011. On se rappellera que, mise sur pied par l'ensemble des intervenants jeunesse régionaux, cette vaste consultation visait à connaître, mais surtout à répondre aux besoins et aux attentes des jeunes d'ici, afin qu'un plus grand nombre d'entre eux fassent le choix de bâtir leur avenir chez nous. L'hiver suivant, en 2012, la première édition du Carnaval a eu lieu au Parc Notre-Dame de Thetford-Mines. Les 3 premières éditions du Carnaval ont été organisées par la ville de Thetford-Mines. En 2015, la 4e édition était marquée par la mise en place d'un comité de bénévoles. Depuis 2020, ce comité organisateur s'est adjoint les services du Bureau de gestion des événements de la région de Thetford pour consolider la tenue de l'événement. Le député de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes, ainsi que le député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, souhaitent tous deux que le magnésium soit ajouté à la liste des minéraux critiques par Ressources naturelles Canada. Par l'entremise d'une correspondance, ils ont officiellement demandé au directeur de la division de l'industrie et de l'analyse économique du secteur des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada de se pencher sérieusement sur la question. Le magnésium répond aux 3 critères essentiels pour figurer sur cette liste, soit les débouchés pour l'exportation, le secteur manufacturier canadien et la sécurité nationale. Tant M. Berthold que M. Reyes estiment primordial que le Canada se positionne comme un fournisseur privilégié dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Le magnésium présent dans nos 2 circonscriptions figure déjà sur la liste des minéraux critiques aux États-Unis, en Australie et au sein de l'Union européenne. Pour faire du Canada un fournisseur prioritaire, il faut que Ressources naturelles Canada, qui est actuellement en consultation, ajoute le magnésium à cette liste. À Val-des-Sources, l'ancienne ville d'Asbestos, sera produit le magnésium le plus vert au monde. Il va de soi que le Canada doit reconnaître les avantages stratégiques de positionner favorablement notre pays à travers le monde, de souligner M. Alain Reyes. Quant à M. Berthold, il a poursuivi en affirmant « Actuellement, nous sommes excessivement dépendants des autres producteurs mondiaux. La Chine contrôle plus de 85% de la production mondiale. Nous avons donc une belle occasion de stimuler l'autosuffisance du Canada et de ses alliés. La demande pour le magnésium est en croissance puisqu'il est utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie de l'aérospatiale et dans le domaine militaire. Essentiel dans le marché de l'aluminium, du fer et de l'acier, il est couramment utilisé dans des alliages. Nous avons une occasion en or
de positionner Richmond-Arthabasca, Mégantic, l'érable, le Québec et le Canada comme leaders de cette industrie. Il ne faut pas la rater, de conclure messieurs Reyes et Berthold. La Sûreté municipale de Thetford Mines tient à aviser la population de la présence de faux billets de banque canadiens sur le territoire de la ville de Thetford Mines. Depuis l'automne 2020, près d'une dizaine de dossiers ont été ouverts pour certains achats qui ont été conclus avec de tels billets. Le dernier dossier semblable au poste, ou plutôt au service de police, a été ouvert en date du 8 janvier dernier. Les billets en question étaient des coupures de 20 $ et de 100 $. Cependant, les policiers indiquent qu'il n'est pas impossible que d'autres coupures puissent être aussi en circulation. Ces faux billets de banque ont une couleur et une apparence semblables aux billets canadiens légitimes, mais portent des signes chinois qui se traduisent plus ou moins par l'expression « à des fins de formation seulement ». Les billets sont imprimés sur du papier, contrairement au polymère qui sert maintenant pour les billets de banque, et ils peuvent avoir des numéros de série. Le Code criminel prévoit plusieurs infractions relatives aux billets de banque, notamment la fabrication de monnaie contrefaite, la possession de monnaie contrefaite, la mise en circulation de monnaie contrefaite et l'utilisation d'une chose semblable à un billet de banque. Les actions que pourrait prendre un commerçant croyant être en possession d'un faux billet ou en présence d'un faux billet serait d'informer immédiatement le service de police via le 911 qu'une personne est en train d'utiliser un faux billet, de demander à la personne en question de demeurer sur place jusqu'à l'arrivée des policiers, de remettre le prétendu billet aux policiers et d'exiger à la personne une autre méthode de paiement. Peu importe le scénario, le service de police doit être informé de la possibilité que des activités de contrefaçon sont en cours dans notre collectivité. Un signalement rapide aide les policiers et les procureurs à traduire les faussaires en justice. Afin de faire échec à la contrefaçon, la Banque du Canada offre des outils pour aider le public et les entreprises à utiliser les éléments de sécurité dont sont dotés les billets de banque authentiques. Et il suffit d'aller sur le site de la Banque du Canada. Les 13 collectifs régionaux en formation agricole, par le biais du plan de soutien en formation agricole, diffusaient récemment les résultats de leurs actions en formation continue en agriculture pour 2019-2020. Chaudière-Appalaches se place à nouveau en tête des performances régionales, position qu'elle conserve depuis 2015-2016. Au bilan annuel, 143 activités de formation ont été recensées, données en ligne et en classe aux 4 coins de la région. Chaudière-Appalaches compte 3136 heures de cours offertes à 1725 participants, producteurs agricoles, aspirants producteurs, représentants de la relève agricole et de la main-d'œuvre agricole. Encore cette année, plus d'1 demi-million de dollars d'investissement, soit 564 450 $, dont 101 417 de Service Québec et 130 773 provenant des producteurs agricoles eux-mêmes, ont été injectés en formation continue en agriculture chez nous.
Nous retiendrons beaucoup de choses de cette pandémie, dont l'importance de la capacité d'adaptation de mentionner M. James Allen. En ce sens, je tiens à remercier tous nos partenaires en formation qui ont su modifier leur offre au pied levé et continuer à diffuser de la formation. Évidemment, plusieurs formations prévues en classe entre mars et juin dernier ont dû être annulées. Toutefois, l'offre de formation en ligne, déjà en croissance depuis les dernières années, a littéralement explosé. Les producteurs agricoles étaient au rendez-vous et ont suivi la tendance. Nous les remercions de leur confiance, de souligner le président du collectif régional en formation agricole de la Chaudière-Appalaches et président de la table provinciale des présidents des CRFA, M. James Allen. Une vingtaine de formations ont été offertes en ligne et plus d'une vingtaine de nouveaux sujets ont été proposés aux producteurs de la région en 2019-2020. C'est à l'unanimité que les membres du conseil d'administration de Diabète Région de Thetford ont décidé de mettre fin aux activités de l'organisme et ce, de façon permanente. Au cours des prochaines semaines, les procédures seront entreprises auprès du registraire des entreprises du Québec afin de dissoudre l'organisme. Cette difficile décision a été prise à la suite d'une période de réflexion de 6 mois. Les raisons qui incitent les administrateurs à prendre cette déchirante décision sont les mêmes qu'il y a 6 mois, soit le peu d'intérêt manifesté par les membres affiliés lors de la tenue d'activités, ainsi que l'impact contraignant de la nouvelle convention d'affiliation avec Diabète Québec. Dans une lettre expédiée au mois de juillet dernier, le président de Diabète Région de Thetford, M. André Lachance, invitait les membres affiliés à manifester leur intérêt au regard de l'organisme. Or, M. Lachance n'a reçu aucun commentaire, aucun contact à la suite de cet envoi. À la fin du mois de décembre, dans sa lettre d'invitation à participer à l'Assemblée générale annuelle, le message du président ne pouvait être plus clair. Il se lisait comme suit: « Je tiens à préciser l'importance de cette réunion et de votre participation, car elle déterminera l'avenir de notre organisme. » Or, mis à part les administrateurs, seulement 4 membres affiliés ont participé à l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue récemment. Et 2 postes au conseil d'administration sont demeurés vacants. À la suite de ce triste constat, les administrateurs ont donc décidé de mettre la clé dans la porte en entreprenant les démarches légales pour dissoudre Diabète Région de Thetford. À cet effet, une assemblée générale extraordinaire est prévue pour lundi le 1er mars prochain et cette réunion se fera de façon virtuelle en raison de la pandémie. Les membres intéressés à participer à la vidéoconférence devront confirmer leur participation à cette réunion au plus tard mercredi le 24 février 2021 par l'envoi d'un courriel ou en téléphonant au 88 281 9927 pour ceux qui n'utilisent pas Internet. Le président expliquera alors la façon de participer aux délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire via le téléphone. La semaine dernière, la Gendarmerie royale du Canada a participé à une opération internationale
afin de neutraliser le maliciel nommé Emotet. Vous avez compris qu'il s'agit d'un logiciel malveillant. L'équipe d'enquête sur les cybercrimes, en collaboration avec des spécialistes des opérations techniques de la GRC, a mené le volet canadien de cette cyberenquête complexe. Dans le cadre du projet CIFER, débuté en mars 2020, la GRC a développé des techniques spécialisées permettant de saisir des éléments de preuve numériques essentiels à tous les partenaires de l'enquête. Coordonnée par Europol et Eurojust, cette opération impliquait également les autorités des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Lituanie et de l'Ukraine. Grâce à leurs efforts coordonnés, les policiers ont rendu inaccessible l'infrastructure du maliciel en s'attaquant aux divers serveurs qui lui permettaient de fonctionner. En tout, 13 serveurs qui commandent et contrôlent Emotet ont été localisés au Canada. Simultanément, une cinquantaine de serveurs additionnels ont été bloqués à travers le monde. Emotet est un maliciel utilisé par des criminels pour accéder illégalement aux réseaux informatiques de particuliers, d'entreprises et d'organismes gouvernementaux. Ce logiciel malveillant est transmis par courriel et se dissimule dans une pièce jointe ou dans un lien de téléchargement. Dans les deux cas, les futures victimes sont invitées à télécharger puis à activer le contenu malicieux qui permettra aux criminels de prendre possession de leur appareil à leur insu. Par l'entremise de ce maliciel, les cybercriminels sont en mesure de voler les informations personnelles des usagers. Emotet aurait infecté plus d'1 700 000 ordinateurs dans 226 pays, dont 6 000 au Canada. Ce maliciel est à l'origine de 60 % des cyberattaques dans le monde et est le précurseur numérique d'autres maliciels extrêmement nuisibles, ce qui en fait l'une des menaces numériques les plus graves à l'heure actuelle. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques annonce qu'il a pris une ordonnance à l'égard de la municipalité de Beau-Lac-Garbé et de M. Maurice Proulx en vertu des articles 45,3.2 et 45,3.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Cette ordonnance fait suite à l'avis préalable signifié le 26 août dernier. Demande officielle de cessation d'activité d'exploitation avait été déposée le 6 avril 2016 par M. Proulx, exploitant d'un système d'aqueduc privé desservant 38 résidences dans la municipalité de Beau-Lac-Garbé. Puisque les personnes desservies par ce système d'aqueduc ont droit à un service adéquat de distribution d'eau potable, étant donné son caractère essentiel, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a pris une ordonnance dans le dossier afin d'assurer la prise en charge du réseau de distribuer l'eau potable. Nous en parlerons davantage en détail dans notre prochain bulletin. Alors, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin d'information. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.